Bonjour à tous et bienvenue dans le coin sport. Aujourd'hui, on parle MotoGP puisque on vient de vivre notre premier week-end de course 2025. Et que retenir? On en parle tout de suite. Tout d'abord, on va faire un point classement, qui a gagné et comment s'est finie cette course. Et on va commencer par le fond de la grille et les deux personnes qui n'ont pas fini la course. Joan Mir est tombé au 14e tour et Raúl Fernandez s'est arrêté au stand après le 22e tour, sûrement un problème technique. 20e est donc Lorenzo Salvatori. Ensuite, Pedro Acosta qui est tombé, mais qui a quand même fini la course. Devant lui, Samkat Chantra, le rookie, qui fait une première course assez silencieuse dans l'ombre de son coéquipier, mais il est resté sur ses deux roues et c'est ce qui compte sur ses premiers Grands Prix, c'est de rester et d'apprendre. 17e, nous avons Alex Rins, ensuite Maverick Viñales, puis Fabio Quartararo, Miguel Oliveira, Ferminal de Guerre, deuxième rookie. Luca Marini, qui est 12e, Joan Mir, 11e, Fabio Di Gianantonio, qui est 10e, 9e, Enea Bastianini, 8e, Brad Binder, 7e, Johann Zarco, 6e, Marco Bezzecchi, 5e, avec une performance exceptionnelle dont on parlera plus tard, Ayogura, 4e, Franco Morbidelli, 3e, Francesco Bagnaia, 2e, Alex Marquez et premier vainqueur de cette année, Marc Marquez. La course a duré 39 minutes 37 secondes et 244 millièmes. Et le deuxième, donc Alex Marquez, est à plus d'une seconde de ce temps, ce qui est énorme dans la physionomie de la course. Pour ceux qui l'ont vu, pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va en parler tout de suite puisque c'est mon premier point à retenir. C'est la performance exceptionnelle de Marc Marquez sur ce premier Grand Prix. Que dire à part qu'on a frôlé le week-end parfait, que ce soit pendant les essais où il n'a pas fait d'erreur, où il a fini très haut, si ce n'est premier. Et avant-hier, pendant la course sprint, ça a été une masterclass de pilotage. Honnêtement, peu importe ce qu'on pense de Marquez, ce qu'il a montré ce week-end, c'est absolument quelque chose qui doit être souligné puisque c'est exceptionnel. Et encore une fois, c'est un week-end où Marc Marquez a montré l'athlète qu'il est et l'athlète qu'il a été pendant pas mal d'années. On a peut-être, pour certains, on a peut-être tendance à l'oublier après ces 5 années un petit peu en enfer. Et lui-même le dit, c'est la première fois qu'il se sent aussi bien sur une moto depuis Jerez 2020, qui est la course qui lui coûte ses années au plus bas, je pense. Enfin non, je pense, mais ses années au plus bas, je pense que c'était ses années au plus bas. Voilà, c'est comme ça que j'aurais dû tourner ma phrase. Et oui, c'est le premier Grand Prix. Oui, on en aura beaucoup d'autres. Après ça, beaucoup de choses peuvent se passer. Mais je pense que sans problème extérieur, Marc Marquez a la meilleure moto du plateau avec le meilleur équipement, la meilleure équipe aujourd'hui dans l'entourage et il est le meilleur sur cette grille. Je pense qu'il n'y a pas de discussion sur ça. Et je pense qu'il y avait qu'à voir la tête de Francesco Bagnaia qui était malgré tout sur le podium, mais on avait l'impression qu'il avait déjà perdu. Et malheureusement, moi, c'est quelque chose qui m'a frappée l'année dernière quand ça a été annoncé. J'étais du camp où j'aurais préféré que Ducati parie sur la jeunesse, mais enfin, il faut voir les faits aussi. Ducati veut gagner et qu'est-ce qu'on va retenir de ces 2-3 prochaines années si Marc Marquez gagne? C'est que c'est Ducati qui lui a offert cette nouvelle victoire, ce nouveau championnat et il va éclipser beaucoup de choses qui se sont passées avant. Ce sera lui, ce sera son époque et on retiendra juste le champion qui est revenu au plus haut, si ce n'est plus haut qu'il ne l'était déjà.
Donc je pense que ça va être une année très, très longue pour les autres pilotes. On n'a pas vu, Jorge Martin non plus, donc je peux pas non plus dire, c'est sûr et certain, il y aura que lui. Je pense aussi que Francesco Bagnaia va gagner des courses. Il va se passer des faits de course, c'est sûr et certain. J'espère que, les faits de course ne seront pas provoqués par, des batailles de coéquipiers un petit peu sales. C'est pas du tout ce qu'on a envie de voir quand 2 motos fonctionnent autant. Franchement, ce serait tellement plus beau de les voir se battre, à la régulière, en essayant de se battre dans tous les virages. Et c'est mon prochain point, c'est hier, donc pendant la course longue, le MotoGP, on a eu, une bataille artificielle créée par la pression des pneus, qui est un des plus gros sujets aujourd'hui quand on parle de la technique et des pénalités en MotoGP. En Moto3, en Moto2, c'est bien différent, c'est surtout, le comportement des pilotes qui est pénalisé. Aujourd'hui, quand on voit des pénalités dans les GP, c'est cette technique qui compte, c'est cette pression de pneus, le dépassement des lignes, tout ce genre de choses qui donnent du spectacle très artificiellement puisque, on a déjà vu l'année dernière, des podiums enlevés. Hem, voilà, tout ça, ça reste artificiel, ce n'est pas sur la piste. Et hier, je pense que Ducati s'est fait très peur puisqu'il faut pas oublier qu'il y a pas de communication entre le pilote et son équipe. Ça va que d'un côté, c'est l'équipe envers son pilote avec uniquement un petit panneau qui est vu à plus de 300 km/h sur une ligne droite pendant, moins de 10 secondes. C'est minuscule, il faut être extrêmement précis. Il y a très peu d'informations qui peuvent être passées et au bout de quelques tours, ça s'est vu que Marquez avait laissé passer son frère pour des raisons autres que la performance pure. Et je ne sais plus quel journaliste a dit en fait qu'on a aperçu le voyant de pression des pneus sur son tableau de bord pendant la course à ce moment-là sur les caméras embarquées. Donc c'était potentiellement une des raisons. Mais en tout cas, c'est des questions de toute façon qu'on peut se poser. Est-ce qu'on aura le droit à ça aussi à d'autres moments de la saison? Mais même si c'était artificiel, ce que ça nous a montré, c'est que Marc Marquez était tellement en maîtrise que s'il voulait gagner, il allait gagner ce Grand Prix et il voulait le gagner, il l'a gagné avec la manière puisque quand il a repassé Alex Marquez sur la Ducati Cassini, il a mis plus d'une seconde en 2 ou 3 tours, ce qui est gigantesque, ce qui est énorme. Marc Marquez est très bon dans cette régularité quand il est devant. Il l'avait montré pendant les tests hivernaux. Là, il l'a montré dans des vraies conditions de course. Et je pense que la saison va être très longue pour les gens qui n'aiment pas Marc Marquez. Malgré tout, je pense que le championnat derrière va être bien plus animé et c'est mon deuxième point puisque même si... Alors, pour moi, le juge de paix, et j'en ai un petit peu parlé dans le podcast où je fais mes pronostics de la saison. Pour moi, le juge de paix, ce sera quand les MotoGP seront en Europe, puisque aujourd'hui, avec la démocratisation du sport, qui est absolument quelque chose qu'il faut faire, parce que c'est aussi ce qui amène un nouveau public, des nouvelles personnes et par ce biais-là, de l'argent. Et si on veut continuer à avoir un sport compétitif et qui est plus que sympathique à regarder, il faut de l'argent, c'est indéniable. Le sport reste un sport européen et les circuits européens sont bien plus habitués, sont bien plus faits pour les MotoGP et en général, les motos et les constructeurs sont assez concentrés sur ces circuits européens puisque il y a des circuits historiques, par exemple Assen, où gagner dans
sur cette cathédrale. C'est un des plus beaux honneurs en MotoGP depuis le début. Donc voilà, pour moi, le juge de paix, c'est MotoGP en Europe, parce que ça donne un ton différent et beaucoup de constructeurs sont quand même assez concentrés puisque une grosse partie de la saison se fait en Europe malgré tout. Mais on a pu voir des batailles avec d'autres constructeurs. La première, non, Ducati, est 5e et c'est donc Ayogura, dont je parlerai juste après. Mais donc on a 2 Aprilia, on a l'Aprilia d'Ayogura en 5e position et on a Marco Bezzecchi en 6e position. Ensuite, on a Johann Zarco et la KTM Red Bull de Brad Binder en 8e position. Ensuite, on a donc une 2e Red Bull. On revient sur une Ducati, mais donc celle de Di Giannantonio qui est 10e, mais je peux pas me prononcer vraiment si c'est Di Giannantonio le problème ou si c'est sa blessure qui est le problème, parce que je pense que c'est réellement ça. On l'a vu bien mieux performer que ça. Avec ce qu'a fait Franco Morbidelli cette semaine, je pense que voilà, on peut s'attendre à ce qu'il fasse potentiellement des podiums. C'est ce que je dis. On en verra plus tard. En plus, les conditions étaient quand même extrêmement difficiles ce week-end puisqu'il a fait très très chaud. Après les Moto 3 et Moto 2, enfin surtout après les Moto 3, il a quand même été le sujet de raccourcir la course a été abordé puisqu'il faisait extrêmement chaud sur le circuit de Buriram. Donc voilà, en 11e position, on retrouve la première Yamaha. Je pense que la prestation en essai libre de Fabio Quartararo a un petit peu faussé la vision qu'avait Yamaha en général de ce qu'il pouvait faire sur un circuit comme ça, qui n'est pas un circuit avec une topographie qui est adaptée à leur moto. Depuis qu'on va en Thaïlande, ça n'a jamais vraiment été adapté. À part fait de course, en fait, je l'avais dit, je ne voyais pas la Yamaha performer sur ce genre de circuit. Je pense que le niveau de cette moto sera peut-être sûrement bien plus parlant en Argentine, où il y a eu des bons résultats pour la marque japonaise. Mais voilà, je pense que en Formule 1, on appelle ça on a l'habitude d'appeler ça le championnat 2.0, donc qui est le championnat après le championnat constructeur. Donc là, je pense que encore une fois, on se dirige, bien sûr, vers une année Ducati. Je l'ai dit la semaine dernière, ça me choque pas, c'est quelque chose que j'attendais. Donc voilà, je pense que ce qui est dommage, c'est encore une fois la blessure de Jorge Martin qui fausse un petit peu ses résultats, puisque la première Aprilia, elle est 5e avec un rookie. C'est le meilleur résultat d'un rookie en course depuis Marc Marquez il y a plus de 10 ans. Ce qui est donc exceptionnel et qui est une performance qui ne doit pas être anecdotique. Mais donc, je pense qu'on n'a pas le vrai niveau, entre guillemets, de cette Aprilia-là, puisque voilà, l'Aprilia officielle est 6e. Donc je pense que Jorge Martin se situe en fait dans cette première moto potentiellement derrière les Ducati. Mais encore une fois, on ne verra ce niveau-là que plus tard dans la saison, je pense, puisque même quand il va revenir, il ne sera sûrement pas à son meilleur niveau, puisqu'il n'aura pas fait de mise en forme comme les pilotes ont pu les faire, puisqu'il n'a pas fini ses essais hivernaux, il n'a pas fait les premiers essais libres, ses premiers tours de roue en MotoGP. Il va revenir un petit peu lancé et il va pas être à 100%, je pense, dès ses premiers essais libres en MotoGP. On ne sait pas encore quand il va revenir. Au départ, il a été abordé le fait qu'il revienne en Argentine. Ensuite, Aprilia a dit ça va être très compliqué, et vu les blessures qu'il a eues, effectivement, à mon avis, ça va être très compliqué pour l'Argentine, mais il va sûrement revenir après. Donc, pour rappel, après l'Argentine, on va aux États-Unis, à Austin, le week-end du 28, 29, 30 mars. Donc, ça lui laisse quand même
quelques semaines pour revenir. Après les États-Unis, s'il n'est toujours pas en forme, le prochain week-end de course sera donc au Qatar. Donc là, le 11, 12, 13 avril. Là, je pense qu'il sera de retour. Mais on ne sait pas. Moi, je pense qu'il faut viser au moins les États-Unis, si ce n'est le Qatar. Je pense que ça sert de revenir quand on n'est pas à 100%. Par contre, ce qui sert à rien, c'est de revenir pour se reblesser. Marc Marquez a dit aux journalistes cette semaine qu'il avait contacté Jorge Martin pour lui dire de prendre soin de son corps parce que lui ne l'avait pas fait et que je pense que dans ce sous-entendu, c'est moi je l'ai pas fait et je le regrette en fait parce que il a quand même perdu pas mal d'années en MotoGP et je pense que sincèrement, hein, il aurait sûrement pris sa retraite s'il n'y avait pas eu tous ces problèmes de santé parce que je vois pas un monde où il aurait arrêté de gagner avec Honda. Donc voilà, je pense que c'est un petit peu la mauvaise opération d'Aprilia, mais ça va être un beau championnat derrière le championnat Ducati et surtout, je pense, le championnat Marquez-Pecco que j'ai très hâte de voir. Et donc, ensuite, on va parler des concessions puisque ça va avec le fait qu'on va sûrement avoir un championnat assez intéressant derrière les Ducati. Les concessions, ça fonctionne. Ça s'est vu ce week-end. Il y a eu toutes les motos de tous les fabricants dans le top 12 et surtout dans le top 10. Donc, au moins une des motos de chaque manufacturier était qualifiée pour la Q2. Sachant qu'on avait plusieurs Ducati, donc c'est quand même assez exceptionnel. Ça faisait un bout de temps qu'on avait de nouveau envie de voir ça. En tout cas, moi, de voir un petit peu plus de compétition, de spectacle. Et même si beaucoup ont mal regardé ces concessions qui ont été données à tous, mais surtout aux manufacturiers japonais, sur l'année et demie dernière, ça a fonctionné. Ça a fonctionné. Les moteurs ont beau être gelés, les Honda et Yamaha ont réussi à faire un bond en avant. Clairement, il y a 6 mois, si on m'avait dit que la meilleure moto après les Ducati, ce serait la Aprilia, j'aurais pas parié et encore moins si on m'avait dit que la meilleure Honda serait 7e dans des belles batailles parce qu'il y a eu quand même pas mal de batailles pour ces 5-6... Alors 5e, Ayogura était quand même assez loin, mais 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, c'était quand même assez serré et ça fait plaisir en fait et ça montre encore une fois que ces concessions ont fonctionné pour ces fabricants et que ça va continuer à fonctionner puisque les concessions continuent d'arriver jusqu'à fin d'année prochaine où on passe sur des nouvelles règles, un nouveau cycle de MotoGP avec des moteurs un petit peu moins puissants. Mais ça, on aura le temps d'en reparler plus tard. Mais voilà, les concessions ont fonctionné. On va avoir un championnat tellement animé, je pense. J'espère. Je suis un petit peu optimiste aussi, mais je pense sincèrement qu'on va avoir un championnat animé qui va nous donner du spectacle. Encore une fois, les week-ends comme ça, qui sont des week-ends où les conditions sont extrêmes. C'est pas des week-ends références pour beaucoup de pilotes. Si vous avez pas vu ou pas conscience spécialement des conditions, la piste était à 50 degrés, ce qui est déjà gigantesque pour du bitume, mais il y avait 41% d'humidité sur une température de 36 degrés. C'est énorme, c'est très chaud, on l'a vu, les pilotes avaient du mal. Et ça a aussi causé des problèmes sur certaines motos. Ça a causé des problèmes aussi dans les plus petites catégories, dans les catégories d'accession, donc en Moto 3 et en Moto 2. En Moto 3, on a vu beaucoup de chutes
et les pilotes de ces catégories, d'accession ont aussi dit que les conditions de piste étaient bien différentes du samedi de la veille et que c'était plus compliqué de rouler et voilà, quand on a entendu le discours d'Alex Marquez, par exemple, à la fin du Grand Prix, qui a dit que les conditions étaient compliquées et que lui, il était à la limite de l'adhérence de ses pneus, hem c'était un Grand Prix très compliqué, c'est pas des week-ends références, c'est pas des week-ends qui, donnent plus d'informations sur vraiment ce qui va se passer. Oui, ça donne des informations sur une certaine hiérarchie, mais je pense que voilà, on va pouvoir tempérer sur les prochaines semaines et avoir d'autres conditions, on va avoir d'autres choses et encore une fois, fin avril, quand on reviendra en Europe, enfin, quand on viendra en Europe, je pense qu'on aura aussi des choses très différentes, des pilotes qui connaissent mieux certaines pistes, des motos qui sont plus adaptées à certains circuits européens, et à certaines topologies de circuits. Voilà, il y aura d'autres choses à voir dans cette saison, même si, je pense que quand j'ai dit que Marc Marquez serait champion du monde cette année, je me suis pas trompée, je suis pas tombée bien loin. Il nous l'a montré ce week-end. Et le dernier point que je voudrais aborder sur ce premier week-end de MotoGP, c'est la performance d'Ayogura, dont j'ai parlé juste avant en disant que voilà, il a fait le meilleur résultat de Grand Prix depuis Marc Marquez et sa première course en 2014. Donc c'était il y a 11 ans. On voit aujourd'hui où est Marc Marquez. Et son parcours surtout, hein, je pense que c'est ça qu'il faut redire. Est-ce que je suis en train de dire que Ayogura aura le même parcours que Marc Marquez? Absolument pas. Par contre, je tiens à souligner et à parler du fait que c'était un week-end exceptionnel, mais aussi que pendant les essais hivernaux où il a déjà montré qu'il était très performant, et ce week-end, il a absolument montré qu'il a eu raison de faire le choix d'Aprilia et de ne pas aller vers un constructeur japonais malgré sa nationalité, puisqu'il l'avait dit et il l'a redit, l'Aprilia pour lui était plus adapté à son style de pilotage et son style général de pilote que Honda pouvait l'être ou Yamaha. Je ne sais pas si Yamaha lui a offert un non, hein, mais voilà, que ces motos japonaises qui auraient pu être quand même assez exceptionnelles, hein. On l'a vu, les sponsors japonais, bien sûr, quand il y a un pilote de leur nationalité sur une moto de cette même nationalité, ça attire plus de personnes. C'est obligatoire. Mais il a fait le choix de la moto italienne qui a l'air bien née en plus de ça. Et ce week-end, il a toujours été devant. Il s'est toujours montré et sa course sprint, il était extrêmement près de Francesco Bagnaia à la 3e place. Et quand on a entendu l'Italien parler de Ayogura et du fait qu'il aurait potentiellement pu être un danger pour lui à un moment donné dans la course et qu'il était très près de lui, je trouve que quand on parle de cette performance d'un rookie par un double champion du monde, malgré tout, c'est une très belle chose. Et je pense qu'il va nous montrer des trucs exceptionnels cette saison. Je pense que on s'attendait peut-être pas à voir un rookie performer comme ça. Il avait déjà fait en qualification, avec sa qualification dans les 2 premières lignes, il avait déjà égalé le record de Fabio Quartararo en 2019 avec sa qualification. Et là, avec son finish à la 5e place, il passe la ligne d'arrivée 5e derrière les 4 premières Ducati. Il a juste montré qu'il a fait le bon choix et qu'il va nous montrer des choses cette année et c'est un très bon signe. Il va peut-être pas être dangereux toute la saison, mais je pense qu'il peut y avoir des éclats et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Je pense que ce sera le meilleur rookie parce qu'il a l'air d'être bien adapté à la moto, il a l'air de sentir bien, il a l'air d'être bien en général. Il a pas donné
voilà, on l'a beaucoup vu ce week-end, hein, de facto, c'est normal quand on est aussi haut dans le classement, on a bien moins vu ses compères rookies, ce qui est pas plus mal pour certains. Certains préfèrent être dans l'ombre, hein, dans ce genre de moment. Mais il faut rendre à César ce qui lui appartient et la performance d'Ayogura était exceptionnelle et il faut la souligner. Et il ne faut absolument pas que ce soit anecdotique sur sa saison, je pense, puisque ce ne sera pas la dernière fois qu'on le verra comme ça. Donc, j'ai plus grand chose à dire sur ce qui s'est passé ce week-end. Au niveau donc du classement championnat du monde, alors c'est pas très parlant hein, aujourd'hui, puisqu'on a eu que deux courses, mais donc Marc Marquez a les points maximum avec 37 points ce week-end. Il est premier, Alex Marquez à 29 points. Francesco Bagnaia à 23 points, Morbidelli est 4e avec 18 points, Ayogura est 5e avec 17, Penzacchi 6e avec 10, Brad Binder est à égalité avec 10 également, Johan Zarco est 8e avec 9, Enea Bastianini est 9e avec 7, Di Antonio est 10e avec 6 avec 5 points, Jack Miller est 11e, Luca Marini est 12e avec 4 points, Fabio Quartararo est 13e avec également 4 points, 4 points aussi pour Pedro Acosta qui est 14e, Ferdinand Leguer est 15e avec 3 points, Miguel Oliveira est 16e avec 2 points et dernière personne qui a des points, c'est Joan Mir qui en a marqué 1 pendant la course sprint et qui est donc 17e. Et puis après, on déroule le reste du classement par ordre de finition dans le Grand Prix. Donc nous avons Maverick Viñales, Alex Rins, Sam Alcantara, Lorenzo Salvatori et Raúl Fernandez. Ouais, c'est pas super parlant, on est d'accord, mais voilà, je voulais faire un petit point. Le prochain Grand Prix aura lieu du 14 au 16 mars en Argentine. Ça fait 2 ans, il me semble qu'on n'a pas eu de Grand Prix d'Argentine et j'ai hâte de le voir. C'est un circuit qui est bien différent de la Thaïlande et on verra peut-être d'autres choses. Le Grand Prix de Thaïlande a quand même beaucoup de lignes droites. C'est un circuit qui aime la vie, enfin qui privilégie la vitesse des pilotes et les motos qui vont très vite. C'est aussi une très grande caractéristique de la Ducati. Je ne dis pas que c'est ce qui fait que les Ducati dominent. Il y a un package qui est exceptionnel chez Ducati. En général, il n'y a pas que le moteur. Mais la Ducati va très vite. La Ducati a toujours été très vite. Donc voilà. Le circuit Termas del Rio est bien plus... Il y a un circuit qui a 2 très grandes lignes droites, mais qui a aussi beaucoup de virages rapides et virages lents. Je pense qu'on va pouvoir voir de très belles choses lors de ce week-end, peut-être un petit peu plus de dépassement, puisque quand on a des virages comme ça qui sont assez différents et qui, avec les différents types de motos, de châssis, de pilotage, peuvent privilégier aussi des dépassements et d'autres choses. On verra donc ce qui va se passer, mais c'est quelque chose qui me donne peut-être un petit peu plus hâte. C'est un circuit qui a toujours réussi à Marc Marquez, mais en même temps, quel circuit n'a jamais réussi à Marc Marquez? Donc c'est lui qui a le meilleur tour avec sa pole de 2014 qui est à 1:37.683 et une moyenne de 177,1 km/h. C'est énorme, c'est lui qui détient le record de pole puisqu'il en a 5 et derrière lui on a Jack Miller et son frère Alex Marquez avec une. Voilà, c'est un circuit qui va nous montrer d'autres choses et qui, à mon avis, va pouvoir être très sympa à regarder. Donc on se retrouve pour en parler la semaine du Grand Prix, le vendredi et le samedi sur TikTok et Instagram. Et le lundi, pour parler donc de la sprint et de la course longue. Voilà, donc ce sera le format des débriefs
Pour moi, peut-être que quand les, grands prix seront en Europe, j'essaierai de sortir les débriefs et les podcasts, concernant les week-ends de course le dimanche soir, mais ce sera le dimanche soir tard, donc je pense qu'on restera sur le lundi, mais voilà, vous aurez des plus petits formats, donc 1 minute 30, peut-être 2 minutes, un le vendredi, un le samedi pour parler plus, des essais et de la qualification. Mais voilà, ce sera tout. On se retrouve donc le 14 mars sur les réseaux sociaux et le 17 pour un nouveau débrief de week-end de MotoGP. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine et des bons week-ends de sport et on se retrouve nous, donc le 14 pour parler MotoGP.